Alors, comme il est pile poil 18 heures et que nous n'allons pas faire le quart d'heure égyptien, nous allons commencer maintenant. Merci beaucoup Sylvain d'avoir accepté donc, de participer au cycle de conférences Jean Pouillou. On m'a demandé de le présenter, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, parce qu'on se connaît maintenant depuis fort longtemps, puisque tu étais membre scientifique à l'Institut français d'archéologie orientale entre 2010 et 2014, où j'étais également à ce moment-là, et j'ai eu le plaisir justement de visiter ton site archéologique et de voir le début de ces fouilles de Komabou-Bilou. Je vais quand même vous donner quelques éléments du CV du curriculum vitae de Sylvain Denain. Donc, il est égyptologue, vous l'aurez compris. Il est également archéologue, vous l'aurez compris également. Et ses thématiques de recherche portent particulièrement sur l'occupation de l'espace, la toponymie et la notion de marge et de frontières. Il a débuté, on peut dire, sa carrière finalement à l'université de Lille 3, où il a soutenu sa thèse en 2009, qui portait déjà en fait sur le site de Komabou-Bilou, où il a fait une recherche historique et archéologique, qui étaient finalement les prémices de la fouille qui a été ensuite développée. Il a pu bénéficier d'une allocation de recherche pour faire sa thèse. Il a également été ATER, puis membre scientifique, et finalement il a été recruté au CNRS en 2015 et affecté au laboratoire ISOMA à Lyon. Et depuis 2013, il a pu donc développer cette fouille archéologique de Komabou-Bilou à l'Institut français d'archéologie orientale, où ça a commencé, aujourd'hui soutenu par le CNRS, la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, bien entendu le ministère du Tourisme et des Antiquités, et enfin un soutien d'ARPAMED financier pour ces fouilles. Il fouille également depuis très longtemps finalement en Égypte, puisqu'il a commencé à Taposiris Magna, qui est quand même aussi un site qu'on connaît bien à Isoma, puisque Marie-Françoise Boussac l'a dirigé pendant très longtemps. Aujourd'hui, il continue à travailler là-bas, à Plintine, donc qui est juste à côté c'est juste en face de Taposiris Magna, donc toujours dans le delta, non loin d'Alexandrie. Donc depuis 2012, tu travailles à Plintine, et depuis 2004, il me semble, à Taposiris Magna. Et enfin et surtout, le clou du spectacle, parce qu'évidemment ça concerne Dendera, qui est un site qui est particulièrement cher. Il travaille depuis 2019 sur le site du temple d'Hathor à Dendera, où il fouille une nécropole des animaux. Aujourd'hui, il va surtout nous parler donc de son site Komabou-Bilou, de l'Ancien Empire à l'époque romaine. Comme vous allez voir, c'est un site qui a une très longue occupation sur la longue durée. Et je voulais juste signaler, avant de lui donner la parole, qu'il a aussi publié une partie de sa thèse qui va paraître d'un moment à l'autre au mois de juin et qui porte en partie justement sur ce site et sur la déesse Hathor. Je te donne la parole. Bien, merci Sybille pour cette présentation. Merci aussi surtout à la direction de la Maison de l'Orient pour m'avoir proposé de vous présenter aujourd'hui les travaux de notre équipe sur le site et le chantier de Komabou-Bilou qui, comme Sybille l'a rappelé, ont commencé en 2013. Lorsque j'étais membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire. Alors le chantier est aujourd'hui sous l'égide de l'IFAO et du CNRS, avec donc le laboratoire ISOMA. Bien entendu, un des partenaires principaux, c'est le ministère des Antiquités de l'Égypte, qui est partenaire évidemment de toutes les fouilles en Égypte. Et nous avons la chance de bénéficier, comme l'a également rappelé Sybille, du soutien du Fonds Archéologie et Patrimoine en Méditerranée, ARPAMED, qui finance en particulier les travaux sur la nécropole, dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui évidemment, et ce depuis maintenant plusieurs années, et soutien sans lequel nous ne pourrions pas mener ces fouilles qui, comme vous allez le voir, sont aujourd'hui nécessaires. Alors le site de Komabou-Bilou est situé à 60 km environ au nord-ouest du Caire, à proximité de la branche la plus occidentale du Nil. C'est un site qui est assez méconnu, en tout cas du grand public. Il est assez célèbre en Égypte, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais en dehors, disons, d'un public de spécialistes, ça n'est pas un des grands sites connus, comme on a pu parler à l'instant de Dendara ou encore de Memphis, de Saqqara, etc. Alors, à quoi ressemble ce site de Komabou-Bilou ? Vous en avez quelques illustrations ici. On est vraiment en marge du delta du Nil, juste en dehors du delta du Nil, donc dans une zone qui est quand même déjà assez sèche et assez désertique. La physionomie du site
et de différentes sortes, tout simplement parce qu'il est coupé en deux aujourd'hui par un canal que vous voyez dans l'image centrale, un canal qui a été creusé dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, et qui a totalement modifié la physionomie du site archéologique tel qu'on le visite aujourd'hui. D'un côté de ce site archéologique, on trouve, comme vous le voyez en haut ici, les restes d'une ville en briques crues qui date essentiellement de l'époque romaine et byzantine. Et de l'autre côté de ce canal, un paysage beaucoup plus aride, beaucoup plus désertique, où se développe un certain nombre de choses, et en particulier la nécropole dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai intitulé cette communication de l'Ancien Empire jusqu'à l'époque romaine, parce que le site fonctionne effectivement sur la très longue durée, mais il s'agira aujourd'hui beaucoup plus de l'époque romaine que des autres périodes, puisque ce sont celles que nous fouillons pour le moment de manière la plus intensive. Alors, un peu d'histoire du site avant de commencer. Voilà quelques vues d'archives qui sont issues des archives de Jean Yoyotte, un très grand égyptologue français, dont archives qui sont conservées à l'École pratique des hautes études à Paris. Vous voyez la physionomie générale du site qui n'a finalement pas tant changé pour les éléments qui en sont encore conservés aujourd'hui, à l'exception du tracé du canal dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a un ensemble ici de petites buttes qui correspondent en fait à des rejets de fouilles anciennes et de fouilles qui avaient pour objectif de récupérer les matériaux. Ce ne sont pas des fouilles archéologiques à proprement parler, mais plutôt de la destruction du site qui remonte essentiellement au XIXe siècle. Si l'on regarde aujourd'hui à quoi correspondent les mêmes zones, vous voyez que ça n'a pas tant changé, à l'exception de toute la zone centrale ici dans laquelle passe le canal dont je vous parlais à l'instant. Donc si on regarde un peu d'un point de vue cartographique, vous allez vite comprendre pourquoi il y a une certaine urgence à travailler sur le site archéologique de Kom-Abou-Bilou. Donc vous avez ici une vue Google Earth qui date de 2015, où j'ai tracé en rouge le tracé global du site tel qu'il était lorsque nous sommes arrivés sur le terrain en 2013 et 2014. Donc vous voyez bien au milieu le canal qui coupe le site, donc qui a déjà engendré une destruction importante de ces vestiges. Et vous voyez surtout que tout autour, le site est complètement bordé, principalement de champs, mais aussi d'un urbanisme qui commence à être de plus en plus important. Et cela est particulièrement frappant si on regarde les images anciennes. Donc vous avez ici une photographie satellite américaine qui a été déclassifiée récemment, qui date des années 60, les fameuses images Corona. Et vous avez reporté ici le même tracé que celui qui était sur l'image précédente, avec le canal restitué ici également, et qui vous montre surtout qu'autour de ce tracé, il n'y avait, à l'époque, en tout cas du côté ouest, absolument rien. Il n'y avait aucun champ, aucune construction, et évidemment, c'est la construction du canal qui a engendré une bonification des terres et un péril sur le site archéologique. Si on regarde une image un peu meilleure que celle que je viens de vous montrer, vous voyez qu'on voit très bien dans les années 60 encore toute la préservation du site, et aujourd'hui, toute la partie centrale ici a disparu, mais surtout toute la partie nord, toute la partie occidentale et toute la partie sud. Alors ces parties qui ont disparu, on les connaît néanmoins en partie par les fouilles anciennes, et notamment par un ensemble de fouilles qui ont été faites d'une part à la fin du XIXe siècle, ensuite en 1935, et enfin surtout lors de la construction du creusement de ce canal qui a engendré des fouilles de sauvetage sur une partie de son tracé. Donc c'est ce que l'on voit sur cette image ici. Vous avez le tracé du canal. Malheureusement, le schéma n'est pas très précis. On ne voit pas le... Merci. Donc voilà, excusez-moi, vous n'avez pas vu ce que je vous montrais auparavant. Donc le tracé du canal qui se trouve ici et qui a donc engendré, comme je le disais, des fouilles de sauvetage. Je reviendrai un peu plus en détail sur ces fouilles de sauvetage. Ce qui est intéressant de remarquer néanmoins dès à présent, c'est que rien que sur ce schéma, le site archéologique de Kom-Abou-Bilou va du kilomètre 46, en fait ça fait référence au kilométrage d'une ligne de chemin de fer, du kilomètre 46 jusqu'au kilomètre 49,8, c'est-à-dire presque 4 km de long,
ce qui est évidemment très grand pour un peu plus d'1 kilomètre de large, même si en fait la largeur n'a jamais vraiment été estimée. Donc je vous disais que ce site est aujourd'hui en tension, qu'il est en train d'être mangé peu à peu par les cultures. Et c'est ce que vous voyez ici. Le tracé en rouge, donc sur la carte qui a été dressée cette année même par Alexandre Rabot. Le tracé que vous voyez ici en rouge est celui que nous avions relevé à notre arrivée sur le terrain en 2014. Et ensuite, les tracés verts et bleus sont ceux que nous avons successivement dressés au fur et à mesure de nos campagnes. Et cela montre bien une réduction de l'espace archéologique assez importante. Heureusement, les autorités locales nous aident à nous battre pour essayer de préserver au maximum la surface de site qui peut encore être fouillée. Alors, je vais revenir maintenant rapidement sur les fouilles anciennes, parce que ces fouilles anciennes, elles induisent un certain nombre de biais dans la connaissance que l'on a du site, et surtout que l'on en avait avant de commencer les fouilles. Les premières opérations archéologiques datent de la fin du XIXe siècle, avec un grand archéologue anglais, Francis Llewellyn Griffiths, qui a mené une campagne assez rapide d'évaluation sur le site de Komaboubilou. Il a essentiellement fouillé sur la zone du Téménos, du temple, dont je reparlerai rapidement à la fin, et une petite partie de la nécropole, mais pour laquelle il a très peu documenté ses fouilles. Il y a ensuite eu une campagne de fouilles d'1 mois par l'Université du Michigan et le Kelsey Museum of Archaeology, donc les Américains, en 1935, sous la direction d'Enoch Peterson, des fouilles qui n'ont jamais été publiées, mais qui, par comparaison avec les fouilles anglaises plus anciennes, ont une documentation assez importante dans les archives. Les grandes opérations de fouilles ensuite ont lieu entre 1969 et 1975, lors du creusement du canal dont je vous parlais à l'instant, et elles ont été menées par le service des antiquités de l'Égypte. Il y a quelques rapports qui ont été, ou articles qui ont été publiés, mais l'essentiel de la fouille n'est pas publié. Enfin, il y a une dernière opération 2006-2007, avant que nous n'arrivions sur le terrain, une petite fouille d'urgence menée également par le service des antiquités sur un secteur assez restreint de la nécropole. Alors, quel bilan peut-on tirer de ces fouilles anciennes et des archives et des collections qui vont avec avant d'entamer une présentation à proprement parler de nos travaux? Eh bien, la nécropole de Komaboubilou, puisque c'est de cela dont il va être question en grande partie, est une nécropole très ancienne qui date de l'Ancien Empire pharaonique. On a connu par les fouilles anciennes, un certain nombre de tombes de l'Ancien Empire. Vous avez ici un vase issu d'une de ces tombes qui porte le cartouche du roi Mérirée Pépi. Donc une nécropole qui existe au moins dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ et donc dès l'Ancien Empire. Elle se poursuit, toujours d'après les fouilles anciennes, au Nouvel Empire. Là, on est au milieu du 2e millénaire avant notre ère, avec un certain nombre de tombes qui ont été un peu mieux documentées que les précédentes. Vous voyez quelques exemples ici, qui sont des tombes de briques crues, dans lesquelles étaient donc les défunts, et accompagnées d'un matériel qu'on peut aisément dater du Nouvel Empire. On a également un certain nombre de traces de tombes de basse époque, c'est-à-dire en gros, on va dire, du 7e, 6e siècle avant notre ère. Donc vous avez ici une série de 5 couchets petits qui ont été trouvés à Komaboubilou. Donc vous voyez qu'on a représenté les principales périodes de l'histoire égyptienne, l'Ancien Empire, et j'ai pas mis parce qu'on n'a pas d'objet, mais il y a également des tombes du Moyen Empire, donc l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, la Basse Époque. Par contre, on n'a aucune trace des périodes intermédiaires, ce qu'on appelle les périodes intermédiaires, c'est-à-dire les périodes un peu d'instabilité politique entre ces différents empires. Ce n'est pas évidemment qu'il y a eu des ruptures dans l'occupation de cette nécropole, il n'y a pas vraiment de sens à cela. En revanche, ça montre bien un certain biais dans la documentation qui a été faite lors des fouilles anciennes. Alors les archives dont je vous parlais, en voilà quelques exemples, en particulier pour les fouilles américaines d'Enoch Peterson. On conserve un journal de fouilles assez détaillé, avec un croquis de la disposition des tombes qu'il a fouillées, qui sont a priori au nombre d'un peu plus d'une quarantaine, avec une description des travaux au jour le jour, mais surtout une documentation photographique assez importante, qui a permis, dans un premier temps, avant qu'on ne puisse accéder sur le site, de faire un peu un bilan de ce qu'on pouvait s'attendre à y trouver. Donc vous en avez quelques exemples ici, une tombe d'époque romaine, d'une certaine Isidora, fille d'Hermaios,
que l'on connaît par la stèle funéraire, qui est aujourd'hui conservée au Kelsey Museum d'Ann Arbor, qui malheureusement a été assez abîmée, probablement lorsqu'elle a été retirée de la tombe en question. Donc on connaît un certain nombre de tombes par des photographies, par des descriptions. En revanche, il y a un grand absent des archives, pour le moment en tout cas, et de la nécropole de Koma-Boubilou, ce sont les défunts, tout simplement. On a, à part, je crois, ces 2 photographies que je vous présente, presque aucune indication anthropologique sur la nécropole. Donc on ne sait pas qui étaient les défunts associés aux tombes que je viens de vous montrer. La seule chose que l'on en connaisse, ce sont leurs stèles funéraires qui forment un groupe assez important et assez bien connu des épigraphistes. Donc vous avez 2 exemples des principaux types ici derrière moi. Des stèles funéraires qui généralement portent le nom et la date du décès et qui donc nous permettaient jusqu'à présent de connaître un peu la population qui avait été inhumée à Koma-Boubilou à l'époque romaine. Pour les fouilles plus tardives du service des Antiquités, on a encore une fois très peu d'indications. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Ce sont des fouilles qui datent des années 70, donc évidemment, les méthodologies de fouilles et d'enregistrement n'étaient pas les mêmes que celles que nous avons aujourd'hui et qui sont elles-mêmes assez différentes de celles que nous aurons probablement, ou que nos successeurs auront dans 50 ans. Donc, ce que l'on peut dire de ces fouilles, c'est qu'elles ont été très importantes en termes de taille. Vous avez ici un plan qui a été dressé de la nécropole. On estime qu'il y a eu à peu près 6000 tombes fouillées. Malheureusement, ce plan, on ne peut absolument pas le caler topographiquement aujourd'hui sur le site. On ne sait pas, il est un peu flottant, on ne sait pas exactement, en dehors de ce dessin lui-même, où se situaient ces tombes. On connaît également un certain nombre de photographies, comme vous le voyez ici, qui montre surtout, et ça va se confirmer dans ce que je vous montrerai ensuite, la densité de l'occupation de cette nécropole à l'époque romaine. Donc cette documentation très fragmentaire, elle a conduit à des interprétations qui aujourd'hui doivent être revues pour cette nécropole, en particulier pour sa chronologie. Et un des principaux travaux de chronologie qui a été fait a porté sur la numismatique, puisque c'est un élément généralement assez datant. Donc les monnaies de fouilles, des différentes fouilles ont été rassemblées, ont été identifiées et ont été étudiées. Et à partir de ce lot de monnaies étudiées, on a déterminé que la chronologie de la nécropole était essentiellement au IIIe et IVe siècle, l'acmé de la nécropole au IIIe et IVe siècle, donc à l'époque romaine. En réalité, il y a un défaut méthodologique important dans ce qui a été proposé là, puisqu'en fait, on a uniquement des monnaies qui n'ont pas de contexte. Donc, on a étudié, effectivement, je ne sais plus combien de monnaies, elles sont toutes affichées dans le tableau, mais on ne sait pas si, à l'intérieur, il y a eu un trésor de 50 monnaies, de 70 monnaies, si toutes viennent d'une même tombe, si elles viennent toutes d'une tombe différente. Donc, on ne peut absolument pas déterminer à partir de là une chronologie générale pour les inhumations de la nécropole entre l'époque hellénistique et romaine, et même au sein de l'époque romaine. Donc, néanmoins, on a quand même un certain nombre de données importantes qu'on avait pu sortir des archives, et notamment une certaine organisation de cette nécropole. Elle est faite, pour l'époque romaine, de sépultures, de tombes construites en briques crues, sur des petites plateformes en briques crues, qui possèdent généralement une façade, le plus souvent au nord ou à l'est, devant laquelle se développe généralement une petite table d'offrande, et dans cette façade, on avait la présence d'une stèle funéraire, alors pas toujours, mais assez souvent d'une stèle funéraire pour identifier le défunt. Donc, qu'est-ce que nous avons fait, nous, en arrivant sur le terrain ? Il a d'abord fallu essayer de l'appréhender, ce terrain, puisque, en dehors de ce que je vous ai montré rapidement pour les fouilles anciennes, on n'en connaissait rien, et il n'y avait même pas de plan général du site qui avait été fait, de plan masse. Donc, la première opération que nous avons faite, c'est effectivement de dresser ce plan masse, que vous voyez en tout petit sur l'image ici, grâce au service de topographie de l'IFAO, et à Olivier Onésime. Et nous avons ensuite mené une prospection
pour essayer de déterminer un peu les différents espaces du site, au moins en surface, et leur chronologie. Une prospection pédestre, donc on s'est promené de manière évidemment tout à fait ordonnée sur le site pour essayer d'en définir la chronologie de surface et éventuellement si on pouvait avoir une première spatialisation des différents éléments, l'espace dédié à la nécropole, à l'artisanat, à l'habitat, etc. Nous avons doublé cette prospection pédestre d'une prospection magnétométrique, alors que malheureusement nous n'avons pas pu faire sur l'ensemble du terrain, à la fois pour des contraintes techniques et pour des contraintes financières, parce que ça coûte assez cher. Mais néanmoins, on a obtenu une carte magnétométrique d'un certain nombre d'espaces qui nous a permis aussi d'identifier différents endroits. Vous avez ici les murs d'enceinte du Téménos et tout autour, la zone dont on va parler ensuite, qui est celle que nous avons fouillée de la nécropole. Nous sommes donc arrivés à une première cartographie du site, avec une répartition des espaces. Donc vous avez ici le canal que je vous montrais tout à l'heure. De chaque côté, des zones qu'on ne peut plus identifier aujourd'hui parce que tout simplement elles sont recouvertes par les déblais de creusement du canal. Donc les vestiges sont probablement encore en dessous, mais en tout cas ils ne sont pas visibles, ils sont recouverts de trop de déblais. Des zones en orange ici qui correspondent à une zone d'habitat d'époque romaine et byzantine. Alors je n'en parlerai pas aujourd'hui, même si nous développons des travaux sur ces zones, mais ce n'est pas le but de cette communication. L'espace du Téménos que je vous mentionnais à l'instant, et tout autour ici en jaune clair, ce qu'il reste de la nécropole, bien identifié par la carte magnétométrique, mais également par le matériel de surface. Vous avez ici des restes de stèles funéraires, des fragments de cercueils, de la céramique évidemment, et des fragments d'enduit peint qui décoraient les tombes. Alors j'en viens maintenant à vous présenter le détail de ces fouilles archéologiques dans la nécropole. Et évidemment, pour commencer à vous présenter les travaux, je vais vous présenter très rapidement l'équipe, puisque ce que je vous présente aujourd'hui n'est évidemment pas, ou en tout cas plus aujourd'hui, un travail personnel, mais un travail d'équipe. D'une équipe qui est composée de membres français et de membres égyptiens principalement, et qui, comme je le disais aujourd'hui, est soutenue financièrement par le laboratoire ISOMA, l'Institut français d'archéologie orientale et le fonds ARPAMED. Donc il est très important, évidemment, enfin, je pense que ce ne sont pas les premières conférences d'archéologie que vous voyez, mais de considérer que le travail que je présente aujourd'hui en tant que responsable de cette mission est un travail d'équipe, et en particulier, si on parle de la nécropole des animaux, je mélange, de la nécropole romaine, elle est sous la responsabilité en termes de fouilles de Paul Picavet, pour l'étude anthropologique de Mélie Leroy, pour l'étude céramologique d'Aude Simoni et pour les stèles funéraires de Gilliane Akaraz. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres membres qui participent plus ou moins ponctuellement à l'étude de cette nécropole. Alors jusqu'à présent, nous avons, donc sous la responsabilité de Paul Picavet, fouillé environ 325 mètres carrés de cette nécropole, ce qui, autant vous le dire tout de suite, représente vraiment une épingle à cheveux de ce que cette nécropole était à l'origine. Je vous parlais tout à l'heure des 4 km de longueur, de probablement 1 km de largeur, des 6000 tombes fouillées par le service des Antiquités. Nous en sommes loin. Nous fouillons avec les méthodes actuelles qui demandent beaucoup plus de temps que ce qui se faisait dans les années 70 ou auparavant. Donc 325 mètres carrés à peu près ont été fouillés à l'extrémité ouest du site, là, dans la partie qui est encadrée ici. Et ce choix n'a pas vraiment été fait en raison de problématiques scientifiques, mais plutôt en raison de la disparition du site. Je vous remontrerai à la fin à quel point on perd du terrain archéologique et à quel point il est important de documenter cette nécropole avant qu'elle ne disparaisse. Donc voilà pourquoi nous avons choisi l'endroit où nous fouillons. C'est tout simplement pour le documenter avant qu'il n'existe plus. Donc en voilà une vue générale. Donc vous avez une photographie prise en fin de dernière campagne, à l'automne dernier, et le plan général actuel des structures que nous avons mises au jour et fouillées pour le moment. Alors, le premier commentaire que peut appeler ce plan et la photographie qui l'accompagne, c'est bien entendu la densité de l'occupation de cette nécropole. Vous voyez qu'il y a énormément de structures
accolées les unes aux autres, à tel point qu'on a du mal à différencier par endroits ce qui appartient à une tombe de ce qui appartient à une autre. Et cela est rendu d'autant plus compliqué que la nécropole a été pillée dès l'Antiquité. Donc vous avez ici une photographie où on voit très très bien les différents trous de pillage qui ont creusé l'intérieur des tombes, vraisemblablement pour récupérer le matériel funéraire qui se trouvait accompagnant le défunt sous la tombe. Alors je vais prendre maintenant quelques exemples un peu précis de ces tombes pour vous donner une idée de ce à quoi elles pouvaient ressembler. En termes de chronologie générale, alors on est encore en train de travailler, parce que c'est un travail vraiment extrêmement long, mais globalement, on estime aujourd'hui que la nécropole, enfin le quartier que nous avons fouillé, se développe entre la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère, avec différentes phases. Une première phase assez monumentale, une seconde phase avec des tombes un peu plus petites, mais encore assez séparées les unes des autres, une troisième phase qui correspond approximativement à ce que vous voyez ici si on accepte les pillages, et une quatrième phase qui est une phase de réinstallation à l'intérieur de structures et autour des structures plus anciennes. Donc je vais vous donner quelques exemples de ces tombes que nous avons fouillées. Un premier exemple ici avec les tombes 31, 42 et 48. Donc c'est ce petit ensemble de tombes ici, dont vous avez une coupe représentée juste ici. Donc les tombes ont été pillées. Alors là, la photo a été prise avant que les trous de pillage ne soient vidés, mais en fait on le voit très très bien ici. La tombe a été vidée complètement. La stèle funéraire qui devait se trouver en façade ici a probablement été arrachée. Donc on a peu d'informations très précises sur l'intérieur de cette tombe. En revanche, toute la partie au devant et toute la partie derrière ici a, elle, été bien préservée. La voici, cette partie au devant. Donc vous reconnaissez ici la tombe que je viens de vous montrer, sa voisine ici, et devant a été aménagé un espace qui sert de table d'offrande, donc pour les rites funéraires au moment de l'inhumation, mais surtout postérieur à l'inhumation, avec là un niveau de préservation qui est extrêmement bon. Vous avez ici le foyer qui servait à brûler les offrandes qui ont pu être récupérées. Vous avez ici quelques exemples des graines que l'on a pu récupérer. Vous reconnaissez par exemple ici un noyau de date. Et sur le côté de cette table d'offrande, vous avez ici, ce que vous retrouvez ici, une marmite en céramique qui a été enterrée avec à l'intérieur 2 lampes à huile de types différents. Une lampe à huile ici tout à fait habituelle avec la représentation d'une Aphrodite sortant du bain, qui est un thème qu'on trouve beaucoup comme à Boubilou, et une lampe coupelle dans laquelle se trouvait d'ailleurs cette petite lampe. Et l'un des apports que va pouvoir apporter notre fouille par rapport à ce qui a été fait dans les fouilles anciennes, c'est effectivement l'utilisation, enfin l'étude de ces offrandes, puisqu'elles sont en fait très nombreuses à être restées en place devant les sépultures, même quand les sépultures ont été pillées. Vous en avez quelques exemples derrière moi. Donc vous avez ici un ensemble de lampes à huile qui ont été retrouvées retournées contre la façade d'un petit monument. Un autre exemple ici, avec une petite fosse également remplie de lampes à huile retournées. Et j'en profite pour dire que c'est exactement la même chose que ce que William van Andringa a fouillé et étudié dans la nécropole de Pompéi et qu'il analyse, lui, comme des dépôts qui sont faits à la fin du processus d'inhumation. On a également d'autres types d'objets que des lampes à huile qui sont dans le même état. Vous avez ici 3 petits vases qui ont été déposés contre la table d'offrande. Et effectivement, fouiller cette nécropole aujourd'hui, c'est aussi essayer de se poser la question un peu plus large de la manière dont elle a été utilisée. On fréquente une nécropole bien plus que pour venir y enterrer ses défunts un seul jour, comme dans nos cimetières aujourd'hui. Donc on essaie peu à peu de restituer les différentes chaînes opératoires et les différentes occasions de fréquentation de cette nécropole. Et ce qu'on doit constater jusqu'à présent, c'est que finalement, ce que l'on a vu nous correspond plutôt assez bien à ce que les textes romains, en tout cas, en disent, même si le contexte est assez différent. On est en Égypte, on est évidemment loin de Rome et du centre de l'Empire, mais si on lit les fastes d'Ovide,
C'est aussi le moment d'honorer les tombeaux, d'apaiser les âmes des ancêtres et de porter de menues offrandes sur le tertre des sépultures. Les mânes demandent peu de choses, la piété leur est plus agréable qu'une riche offrande. Il n'y a pas de Dieu avide dans les profondeurs du Styx. Il se contente du don de couronne qui recouvre une tuile, de quelques grains, d'une pincée de sel, de pain trempé dans le vin et de violettes éparses. Dépose ces offrandes dans un vase en terre cuite que tu laisseras au milieu du chemin. En réalité, ce que l'on constate, c'est que la plupart du temps, les offrandes qui nous sont restées devant les tombes sont tout à fait correspondantes. Ce sont des petits éléments qui sont brûlés devant la sépulture, et on est assez loin là de ce que l'on peut imaginer, par exemple, de salles à banquet que l'on trouve ailleurs dans l'Empire romain. Néanmoins, la fréquentation de la nécropole et les offrandes qui étaient amenées devant les tombes amènent un certain nombre de matériel. Et si on reprend les tombes que je vous ai montrées tout à l'heure, avec le petit foyer qui était ici, on se rend bien compte qu'à force d'utilisation de cette table d'offrande, on ne s'est pas gêné pour jeter par-dessus la tombe le matériel qui n'était plus nécessaire jusqu'à ce qu'il vienne à recouvrir une autre tombe, cette petite tombe 48 qui du coup s'est retrouvée difficile ou impossible d'accès, ce qui peut-être indique qu'elle n'était plus fréquentée. Donc recouvert cette petite tombe 48 de matériel qui provenait des tombes voisines. Ce matériel, il est constitué essentiellement de pots à offrande, de vases à liquide, donc tout ce que l'on attend de manière tout à fait classique autour des tables d'offrande. Et pour lui rendre justice, la voici, cette tombe 48, une fois nettoyée du dépotoir de ces tombes voisines. Alors, un autre exemple qui va permettre d'insister un peu plus sur la chronologie de la nécropole, c'est celui de la tombe 17. Il s'agit de la plus grande tombe que nous avons mise au jour. Elle se trouve ici sur le plan. Il s'agit d'une grande tombe de plan carré qui fait 4 mètres de côté et dont la superstructure était octogonale, ce qui est assez rare, y compris en Égypte, même s'il y en a d'autres exemples. Cette tombe 17, elle fonctionne en réalité sur une période assez longue. Donc en voici une orthophotographie réalisée par Alexandre Rabot, où vous voyez bien ici le plan octogonal de la superstructure, avec un chemin d'accès ici. Et cette tombe, elle a été refaite à plusieurs reprises. Je vous ai mis l'illustration d'une tombe octogonale beaucoup plus petite et qui vient des fouilles anciennes, mais pour vous donner une idée de ce à quoi, globalement, cela pouvait ressembler. Si on en regarde un peu plus en détail le plan et les coupes, on voit que cette tombe possédait un caveau construit, ce qui est le seul exemple que nous ayons pour l'instant trouvé à Kom Abou Bilou. Vous voyez ici la voûte du caveau, on se trouve ici. Et on a très bien pu voir l'architecture intérieure de la tombe, simplement parce qu'elle a été pillée. Tous ces trous que vous voyez ici sont des trous de pillage, puisqu'en réalité, la fréquentation de cette tombe et autour de cette tombe va durer a priori plus de 3 siècles. Voilà une photo de ce caveau en question. Alors là, c'est avant que nous fouillions les couches qui comportaient encore les sépultures. Donc je vous disais que cette tombe 17, qui a priori date de la fin du 1er siècle ou début du 2e siècle de notre ère, elle a été fréquentée assez longtemps et surtout on a l'impression qu'elle a servi un peu de point central pour l'installation d'autres sépultures plus tardives. C'est celle que vous voyez ici en vert. Ce sont des fosses qui ont été creusées à l'intérieur ou autour de cette tombe numéro 17 et je vais vous en montrer des exemples maintenant. Le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est une fosse qui a recueilli plusieurs individus, 4 en l'occurrence. Donc, un premier individu que vous voyez en bleu ici, un autre en violet, un troisième en orange et un quatrième en jaune un peu vert. Voilà. Donc c'est une sépulture qui a été faite en fosse et une fosse qui a été ouverte à plusieurs reprises pour y installer successivement un certain nombre de défunts. Ces défunts, qui ont donc été étudiés, comme je vous le disais tout à l'heure, par notre anthropologue Mélie Leroy, donc sont au nombre de 4. L'individu A a été identifié comme une femme entre 30 et 39 ans. L'individu B comme un individu immature, probablement entre 5 et 7 ans. L'individu C, une femme dont l'âge était supérieur à 30 ans, et l'individu D, une femme de 20 à 29 ans. Même si la fosse a été ouverte plusieurs fois, ils sont tous
dans une fourchette chronologique très proche, dans le IIIe siècle de notre ère, ce qui est indiqué par les monnaies que portaient ces défunts dans la main. Et c'est une des caractéristiques du site de Koma-Boubilou, c'est que très, très fréquemment, en tout cas pour les IIIe et début du IVe siècle, les défunts portent une monnaie dans la main, ce qui évidemment nous arrange beaucoup, nous, pour des questions de chronologie, vous pouvez l'imaginer. Alors, ce qui est intéressant, juste pour ce cas en particulier, c'est que c'est un cas qui, même si probablement ce n'est pas le cas, mais qui nous permet de penser à réfléchir à un phénomène en particulier. C'est que dans les stèles funéraires que je vous ai montrées tout à l'heure, il y a un groupe particulier de stèles qui est daté d'un même jour, ce qu'on appelle les stèles de la série Kappa. Et il semble que dans cette nécropole, enfin, sur le site de Terenoutis, des gens soient tous morts le même jour. Et on espère pouvoir trouver des sépultures collectives de ces gens qui ont été inhumés ensemble. Alors, ce n'est pas le cas ici, puis on n'a pas la stèle qui va avec, mais en tout cas, c'est vraiment une des perspectives importantes que l'on envisage. Deuxième exemple à l'intérieur de cette tombe 17, c'est la toute première sépulture que nous ayons fouillée. C'est une fosse qui a été creusée ici, à l'intérieur même de la maçonnerie de la tombe plus ancienne. Vous en avez une illustration ici, on voit très très bien le creusement et les briques crues qui ont été enlevées pour pouvoir installer le défunt. Il s'agit d'un individu immature entre 7 et 12 ans et demi, donc le sexe n'a pas pu être déterminé. On voit très bien que l'inhumation a été faite dans un linceul, donc on voit la position un peu contractée du squelette, qui aussi est obligé de se former par rapport à la largeur de la fosse, et également ce défunt possédait dans la main droite une monnaie datée de Maximinianus, donc des environs de 310 après Jésus-Christ. Donc vous voyez que cette grande tombe qui a été vraisemblablement construite à la fin du 1er siècle est encore utilisée de manière secondaire, au moins jusqu'au IIIe siècle. Les tombes de la seconde phase sont aussi extrêmement bien représentées. Nous avons eu la chance, depuis 2017, de fouiller un ensemble de tombes qui, cette fois, contrairement à ce que je vous ai montré jusqu'à présent, n'ont pas été perturbées, n'ont pas été pillées, en tout cas en bonne partie. Ce qui nous permet évidemment d'avoir cette fois un ensemble d'informations complet sur la tombe et l'individu qui l'accompagne. Donc c'est l'exemple que je vais vous montrer ici avec les tombes 58 à 61. C'est ce petit ensemble de tombes ici. Donc voici une illustration. Et en particulier, vous avez ces 3 tombes ici de forme pyramidale. Donc ce sont des petites pyramides de briques crues. Et elles ont été retrouvées intactes, avec donc encore la stèle funéraire présente dans la façade. Alors là, on a malheureusement, même si le contexte est complet, on a eu beaucoup de difficultés de fouilles pour des raisons de sécurité, puisqu'à partir du moment où on a mis au jour des stèles funéraires en place et des éléments bien préservés, les autorités égyptiennes nous ont demandé d'effectuer le travail en une journée, pour ne pas laisser les stèles funéraires et le matériel en place dans la nuit. Donc évidemment, d'un point de vue archéologique, ça nous a beaucoup compliqué la tâche. Donc voilà une photographie de ces différentes tombes, et vous voyez ici les 3 stèles funéraires qui ont été découvertes à l'intérieur. Alors là, ce qui est intéressant sur ces stèles funéraires, et c'est le travail de Gillian Akaraz, donc qui fait une thèse sur ces stèles funéraires au laboratoire ISOMA, c'est que jusqu'à présent, elles n'ont toujours été étudiées que hors contexte, donc indépendamment de la tombe dans laquelle elles se trouvaient. Et donc on en a déterminé des chronologies qui ont été beaucoup discutées. On en a même fait des stèles d'époque copte, qui au moins du 5e siècle après Jésus-Christ, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et tout l'enjeu ici est de pouvoir obtenir des données stratigraphiques suffisamment fiables pour pouvoir offrir une chronologie fiable pour ces stèles funéraires. Jusqu'à présent, on s'était essentiellement fondé d'une part sur des critères épigraphiques et d'autre part sur des critères stylistiques, et principalement stylistiques, pour créer une chronologie de ces stèles. Et ce
qui a déjà été montré par l'étude de ce petit secteur avec 3 stèles funéraires, c'est qu'en réalité, les analyses stylistiques sont vraiment à revoir. Elles ont été faites assez anciennement et sur le principe que plus c'est joli, plus c'est ancien, ce qui est quelque chose que l'on trouve assez régulièrement. Et en particulier, les stèles comme celle-ci, qui sont en relief plus important, étaient présumées être plus anciennes que celles en simple relief dans le creux. Or, on a ici un ensemble de 3 stèles, de 3 tombes qui se situent dans un mouchoir de poche chronologique, et avec des stèles de type assez différent. Donc évidemment, tout l'enjeu de la thèse de Gillian Akaraz et des fouilles que nous menons est maintenant de pouvoir redonner une chronologie plus fiable à ces stèles funéraires. Donc en voici un exemple, j'en montrerai un autre juste ensuite parce que je sais qu'il y a des épigraphistes dans la salle. Voilà la tombe 61, donc une tombe à superstructure pyramidale. Vous voyez une base carrée et ensuite le haut, même s'il est abîmé, qui prend la forme d'une pyramide. C'est un type architectural extrêmement courant à Kom Abou Bilou. Et donc la stèle funéraire qui en est sortie, et qui appartenait à une certaine Galatia, âgée de 38 ans lors de son décès. Alors là, je vous ai indiqué que la date de la mort était souvent indiquée. C'est le cas, enfin on a souvent l'âge de la mort, mais on n'a pas de date précise. Et quand on a une date précise, on ne sait pas à quel empereur romain elle fait référence. Ce qui fait qu'en termes de chronologie absolue, ce ne sont pas des données qui sont très facilement utilisables. D'où l'intérêt d'avoir enfin des données stratigraphiques pour pouvoir dater ces stèles funéraires. L'autre intérêt, évidemment, pour nous, c'est qu'une fois que l'on aura avancé dans la fouille de ces tombes, puisqu'on a pour l'instant fait surtout les superstructures, mais une fois qu'on aura les fosses d'inhumation qui vont avec, on aura des données anthropologiques qui vont pouvoir être comparées aux données épigraphiques apportées par les stèles. Et ça, évidemment, c'est une perspective en termes de restitution et d'étude de la population qui est très engageante. Un autre exemple, avec une tombe qui a été fouillée cette fois en 2021, cette année, la tombe d'Hermeinos, la tombe 95. Vous avez ici une tombe de forme carrée qui a, en tout cas en ce qui concerne sa stèle funéraire, été préservée de manière un peu miraculeuse, puisque vous voyez que l'ensemble de la tombe a quand même été assez arasé. En revanche, la stèle n'a pas été arrachée et elle était bien en place. Et la table d'offrande qui se trouvait devant, elle aussi, a été particulièrement bien préservée, avec encore, comme vous pouvez le voir ici, le reste des charbons des dernières offrandes qui ont été brûlées devant la tombe. Voilà cette stèle d'Hermeinos, âgé lui de 40 ans, et on lui souhaite bon courage. C'est une formulation dans l'épigraphie qui est très courante. Et vous en avez ici un exemple, et l'épigraphie est particulièrement bien visible. Enfin, c'est un peu derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, mais l'épigraphie est particulièrement visible grâce à la mobilisation de techniques photographiques, en particulier ici la RTI, dont s'est occupée Gillian Akaraz et qui fait très bien ressortir l'épigraphie. Donc voilà un peu pour une présentation de ces tombes en briques crues d'époque romaine de la nécropole. Je pourrais vous en parler bien plus longtemps et avec beaucoup plus de détails, mais je voulais aussi vous montrer un certain nombre d'autres choses liées à cette nécropole, et notamment des travaux que nous avons également commencés en 2021 sur le seul bâtiment en calcaire qui soit préservé à Kom Abou Bilou et qui porte pour nom assez romantique celui de Tombe du Prince. Donc c'est le Maqbara el-Hakim en arabe, c'est le nom qui est donné localement à ce monument. C'est donc le seul monument en calcaire qui a été préservé sur le site et dont vous voyez qu'il est quand même encore assez bien préservé. Il avait été étudié assez anciennement, il est décrit par les voyageurs anciens et il a fait l'objet d'un article dans les années 70 si je ne me trompe pas. Mais il a aussi été interprété de différentes manières. On y a vu un temple à podium et on y a vu de manière beaucoup plus probable une tombe construite. Donc nous avons décidé de reprendre des travaux sur cette tombe, sur cette chapelle, dans le but de l'étudier et de la restaurer. Ce sont des travaux qui ont été menés par Paul François, Architecto LA3M. Donc on voilà quelques exemples. Il s'agit donc d'un monument qui a 2 niveaux. Un niveau, je vais revenir sur la précédente, qui s'arrête ici et qui à l'origine était souterrain,
qui vous montre un peu à quel point le site a pu aussi être décaissé en termes de hauteur. Donc le niveau du sol au moment de l'utilisation de ce bâtiment se trouvait ici, et un niveau supérieur constitué d'une chapelle. Ce niveau supérieur a deux espaces différents qui étaient séparés par une porte, vous le voyez ici. Alors les travaux sont en cours, il n'y a eu qu'une campagne, donc il y a eu un relevé préliminaire qui a été effectué par Paul François, et on a commencé simplement à dégager et nettoyer les blocs pour effectuer un remontage de ce qui pouvait être remonté. Donc voilà le niveau supérieur, donc qui possédait un sol dallé et une petite une petite trappe qui permettait d'accéder, que vous voyez ici, au niveau inférieur, qui est constitué donc d'une crypte également en deux espaces, que vous voyez ici, couvert par des voûtes à crossettes et construit dans un beau calcaire très très fin. Le nettoyage de l'intérieur de cette structure a montré que des sarcophages en calcaire étaient encore présents et en place. Vous en avez un ici dans la première pièce et un ici dans la seconde. Il y a également d'autres fragments qui ont été évidemment trouvés à l'intérieur. La partie la plus avant de la crypte possédait également une porte latérale qui probablement était recouverte et qui a servi uniquement lors de la construction et de l'apport de l'inhumation. Cette porte qui montre aussi plusieurs phases d'utilisation puisqu'elle a dû être agrandie à un certain moment, vraisemblablement pour rentrer un certain nombre de sarcophages. Donc voilà ce que ça donne en coupe pour vous en donner une meilleure représentation. Vous avez ici le niveau donc, de chapelle et en dessous le niveau de crypte avec la petite trappe dont je vous parlais tout à l'heure, dont le système a été étudié donc, par Paul François. Il demeure la question de la datation de cet édifice. Pour l'instant, les fouilles n'ont pas permis de donner de contexte stratigraphique en place, mais architecturalement, on se dirigerait plus vraisemblablement vers l'époque hellénistique. Mais reste à savoir à quel moment à l'intérieur de l'époque hellénistique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, ce serait la seule tombe d'époque hellénistique que nous avons, nous, pu documenter dans nos fouilles de Kom Abou-Bilou. Et c'est le point que je vais mener maintenant, et puis pour faire un peu la boucle avec ce que je vous ai montré au départ sur l'étude des archives et des fouilles anciennes, c'est que en dehors de cet espace de nécropole couvert de tombes romaines, il se trouve que d'autres espaces de nécropole sont encore préservés, probablement d'époque hellénistique et probablement aussi, comme vous allez le voir, plus anciens. Puisque l'un des secteurs que nous avons ouvert est aussi celui de l'étude du Téménos. Alors je ne vous parlerai pas du temple lui-même, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais en étudiant ce Téménos, nous avons découvert un certain nombre de sépultures qui montrent que la nécropole se poursuit au-delà de l'espace que nous avions identifié lors de la prospection. Alors nous avons ouvert deux sondages principalement sur l'ère du Téménos, un dans l'angle ici nord-ouest, que nous avions commencé au tout début des fouilles, mais qui a ensuite dû être arrêté, puisque malheureusement la zone a été détruite par des bulldozers pendant notre absence, et un second plus à l'intérieur ici, dans l'objectif de travailler sur les différents murs d'enceinte que vous voyez ici, et d'essayer d'en fixer la chronologie. Donc le premier secteur qui a été fouillé par Laetitia Meurice en 2014 avait pour objectif de nettoyer et de déterminer la chronologie de l'enceinte la plus extérieure, et donc qui a priori date de l'époque ptolémaïque, et nous avons découvert lors de ces fouilles un certain nombre d'inhumations. Vous avez ici l'exemple de deux cercueils en bois qui comportaient deux périnataux, donc deux très très jeunes enfants. Également, à l'intérieur du second sondage, nous avons trouvé un certain nombre d'inhumations. Donc vous avez ici des murs d'enceinte qui datent en fait de l'époque saïto-perse, on va dire 7e siècle avant Jésus-Christ, accompagnés par une occupation, elle, d'époque perse, donc plutôt du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et autour de ces éléments, nous avons trouvé différentes sépultures. Donc vous en avez une ici, avec notre anthropologue Mélie Leroy en train de la fouiller, que je vais vous montrer maintenant. Donc la voici, il s'agit d'une sépulture en fosse dont la chronologie n'a pas pu être précisément déterminée, il n'y avait aucun matériel.
Donc vous avez ici une fosse d'inhumation avec à l'intérieur donc un défunt. Vous reconnaissez ici un fragment de son squelette, sa tête, recouvert directement par de l'enduit qui devait recouvrir probablement un linceul. Donc on a des fragments d'enduit peint qui ont été préservés, mais malheureusement en très très mauvais état. Heureusement pour nous, l'inhumation en dessous était bien mieux préservée, vraiment dans un très très bon état de préservation, comme vous pouvez en juger ici. Donc le défunt est allongé sur le dos et recouvert de tissus et de linceul. On a une très très bonne préservation de tous les tissus, et vous voyez ici même une petite dorure qui devait figurer sur le linceul. Une très bonne préservation du squelette lui-même, avec également les différents éléments de cartilage qui étaient encore préservés. Donc grâce à cela, notre anthropologue a pu mener une étude évidemment très précise, y compris en termes de paléopathologie, pour ce squelette, donc, qui a malheureusement pour lui souffert de fractures, mais aussi d'arthrose. Et alors un fait qui était extrêmement intéressant, c'est que l'une de ses dents avait été remplacée par un implant dentaire. Donc on a quand même des opérations ici médicales assez avancées qui ont été menées sur ce squelette. De l'autre côté de l'enceinte, sous les niveaux d'occupation du 5e siècle avant Jésus-Christ, nous avons, un peu malgré nous, également mis au jour des sépultures plus anciennes. Alors vous avez ici la photographie, en réalité, de fin de fouille de ce secteur en 2015, donc avec les enceintes et les niveaux sur lesquels nous nous étions arrêtés. Et là, l'état dans lequel nous avons retrouvé le secteur cette année, en arrivant, avec un grand trou de pillage au plein milieu qui est venu crever tous les sols anciens que nous avions laissés en place. Mais il faut parfois faire contre mauvaise fortune bon cœur, puisque en nettoyant du coup ce trou de pillage, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de fosses que l'on pouvait voir en coupe. Alors c'est assez difficile à voir parce que le substrat est constitué de gros galets, donc c'est pas très facile à voir. Des gros galets comme vous pouvez les voir ici derrière. Mais donc en nettoyant et en décidant de fouiller ces fosses, nous nous sommes rendus compte qu'elles contenaient des inhumations. Et des inhumations qui cette fois sont beaucoup plus anciennes que l'époque romaine et que celles que nous avons mises au jour jusqu'à présent. Je vous en ai mis deux exemples ici. Alors malheureusement, comme elles sont d'une part anciennes, qu'elles ont en plus été fouillées, pillées dans l'Antiquité et qu'en plus elles ont en partie souffert des pillages récents, elles sont en très mauvais état. Mais néanmoins, elles sont tout à fait étudiables. Et vous avez ici un cercueil rectangulaire en matériaux périssables, donc les analyses n'ont pas encore été faites, dans lequel se trouvait un corps accompagné malheureusement de très peu de mobilier funéraire, mais qui, selon nos premières observations, pourrait remonter au Nouvel Empire. Donc on serait aux environs de 1500 avant Jésus-Christ. Également pour ce deuxième cercueil, alors vous avez ici en fait un sarcophage en terre cuite, dont il ne reste presque plus rien, qui contenait un sarcophage en enduit, et le pillage ancien en fait est venu démolir ce premier cercueil en terre cuite, et le cercueil en terre cuite en enduit a été balancé sur le côté. C'est ce que l'on voit ici. Donc le squelette a été extrêmement perturbé à cette occasion. En tout cas, ces fosses de pillage nous permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives sur l'étude de cette nécropole de Koma-Boubilou, et en particulier sur ses phases anciennes. Et sous la ville romaine et byzantine que je vous montrais tout à l'heure, qui en grande partie elle-même était détruite, on a probablement la préservation de la nécropole plus ancienne. Alors pour terminer cette communication, vous l'aurez compris au fur et à mesure de mon discours, ce qui est important, c'est évidemment la préservation du site archéologique, et nous sommes pour cela heureusement aidés par les autorités égyptiennes, mais néanmoins, il n'en demeure pas moins que le site est en danger. Vous avez ici quelques vues de ce qui se passe tout simplement. Voilà l'installation de champs de bananes sur l'espace de la nécropole romaine, et ici une projection cartographique de ce qui a déjà été perdu. Alors, on est en train d'essayer de récupérer le terrain, mais bon, voilà ce qui a déjà été perdu de la nécropole. Si l'on compare avec la carte que nous avions dressée à partir de la prospection pédestre et magnétométrique de la nécropole, les zones en bleu sont celles qui sont préservées de la nécropole romaine. Les zones en grisé ici sont celles qui sont en train de disparaître. Donc autant vous dire que si on n'agit pas rapidement, on ne pourra plus documenter cette nécropole, et que les seuls travaux que nous aurons pu mener, dont je vous ai dit à quel point ils étaient petits
en termes de taille, seront finalement les seuls qui resteront connus sur cette nécropole, et ce serait dommage. Et voilà d'ailleurs ce que l'on peut observer parfois sur le site. Vous avez l'avancée des champs de bananes ici, qui creusent de grands... au bulldozer, qui creusent de grands trous et qui font déverser année après année les tombes à l'intérieur de ces destructions. Et phénomène récent également, on a maintenant des pillages à l'intérieur même. Je vous ai montré le trou tout à l'heure à l'intérieur du temple, mais dans d'autres endroits aussi. Dès qu'un élément de calcaire dépasse, dès que quelque chose qui pourrait avoir l'air de quelque chose dépasse, eh bien on a des trous qui se mettent à être faits. Donc c'est aussi un combat quotidien pour essayer de préserver les sites et les antiquités. Et c'est pour cela que nous nous mobilisons et que le CNRS en particulier se mobilise au travers d'un certain nombre de projets qui sont bien connus ici au sein de la Maison de l'Orient. Et donc 2 projets soutenus par l'Europe qui viennent de s'achever mais qui vont avoir des développements futurs, le projet Nature et le projet Prévision, qui sont vraiment des projets qui visent à lutter, d'une part, contre le trafic des antiquités, enfin principalement contre le trafic des antiquités, en agissant essentiellement sur ce sur quoi nous pouvons agir au mieux, c'est-à-dire la fin de la chaîne du trafic des antiquités, quand les objets qui sont trafiqués arrivent sur les places de marché en Europe, en France ou ailleurs. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter sur Comme Abou Bilou. Et puis si vous avez des questions, je termine quand même sur une image un peu plus joyeuse. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, je vous passe le micro. Non, merci beaucoup. C'était, encore une fois, puisque moi j'ai eu la chance de voir le début de ce travail à l'IFAO en 2013 et tout ce que tu as pu finalement réaliser depuis, alors sachant qu'en plus il y a certaines années où tu n'as pas pu fouiller, c'est vraiment... c'est remarquable et en même temps ça fait froid dans le dos par rapport à ce que tu viens de dire. J'avais tendance donc à te demander par rapport justement à ces fameuses stèles de Térénotis qui pour nous sont très connues et qui sont quand même un témoignage de l'époque romaine important. Est-ce que ce type d'objet pourrait se retrouver sur le marché de l'art, par exemple ? Ah oui, totalement. De manière très fréquente. Aïe. De manière très fréquente. Et oui, c'est assez fréquent qu'on en voit passer. Alors après, ce qui est difficile, c'est que comme le site est connu depuis très longtemps, c'est parfois difficile de savoir si c'est une stèle qui est sortie récemment ou très anciennement. Et évidemment, les trafiquants d'art ont l'art et la manière de faire des faux papiers pour dire que c'est une stèle qui est sortie très très anciennement. Donc c'est très difficile en réalité quand on voit sortir une stèle de savoir si elle a été pillée récemment ou non. Alors après, évidemment, d'où l'intérêt de développer des corpus et l'étude de ces corpus, puisque évidemment... les stèles une fois que les corpus de documents connus seront bien établis, les stèles nouvelles, si elles n'ont jamais été vues par personne, si aucun épigraphiste ne les a jamais vues, et Dieu sait si les égyptologues et les épigraphistes grecs se sont beaucoup promenés dans les réserves en Égypte à la recherche de ce genre de documents, au bout d'un moment, si les nouveaux documents apparaissent, ça va nécessairement ouvrir des suspicions. Et juste pour avoir, peut-être que tu l'as dit, mais je n'ai pas prêté attention, le corpus à l'heure actuelle, il s'élève à peu près à combien de stèles ? Alors la question devrait être posée plutôt à Gillian Akaras, puisque c'est lui qui développe ces stèles, mais je crois que dans ta base de données, tu en as plus de 1000 maintenant. 1007, voilà. Oui, alors 1007, parce qu'en fait, ce sont des objets qui sont de petite taille, qui font généralement 20-30 cm, qui voyagent très facilement, qui se vendent très facilement, qui ont un prix assez bas sur le marché. Je pense qu'on peut compter 3 000 € pour avoir une stèle. Donc il y en a partout, dans tous les musées, dans toutes les collections. Qui n'a pas sa stèle de Térénotis ? Donc voilà, il y a probablement encore, alors je pense que Gillian a bien fait le tour de tous les musées, mais dans les collections privées qui ne sont pas accessibles, je pense qu'il doit y en avoir encore beaucoup. Juste pour être sûr que je ne dise pas de bêtises, en plus c'est vraiment des stèles qui sont très spécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas venir d'un autre site de la même époque. Non, c'est ça. Pour l'Égypte en tout cas, c'est un type, les types iconographiques se retrouvent ailleurs qu'en Égypte.
Mais en tout cas, en Égypte, elles viennent vraiment de là et elles ont vraiment une facture et on peut les reconnaître de manière assez certaine. Oui. Et c'est quand même fou de penser qu'il y en a autant déjà qui circulent. Enfin, depuis les anciennes fouilles, on a bien compris, mais ça, si c'est une stèle par tombe, déjà, effectivement, c'est... Ouais. Sans compter toutes celles qui peuplent encore les magasins égyptiens et qui n'ont pas encore été toutes vues. Bon, après, je vais donner la parole aux autres. J'aurais juste une dernière question. Bon, j'y connais rien du tout, mais c'est par rapport aux axes de circulation. Je voulais te demander, parce que ça a l'air tout petit. Et comment on circulait autour de ces tombes? Alors, c'est une vraie question. On voit assez facilement comment on pouvait circuler pendant les premières phases de construction. À la fin de l'occupation, ça devait être beaucoup plus compliqué. Mais néanmoins, on voit que les tables d'offrande, par exemple, sont aménagées de manière à pouvoir s'y rendre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans plusieurs cas, on a aussi des réaménagements de tombes et de tables d'offrande qui respectent l'espace funéraire des voisins. Et on s'arrange pour que la table d'offrande qui est construite en détruisant une autre puisse également être utilisée par les tombes voisines. Donc, on n'a pas encore terminé, évidemment, le phasage et l'étude, puisque les fouilles ne sont pas terminées, et notamment les fouilles de la première phase, de la phase la plus ancienne. Mais ça pose vraiment, effectivement, beaucoup de questions sur la circulation, sur la durée d'utilisation des sépultures et les modes d'accès. Et nous développons là-dessus toute une réflexion sur les différentes occasions de fréquentation de la nécropole. Parce qu'il ne faut pas voir ça comme un espace figé, c'est un espace qui est en perpétuelle fréquentation, en perpétuelle évolution également. Je pense qu'on ne devait pas être rare de venir sur une tombe alors que la voisine était en train d'être construite, etc. Donc c'est effectivement toutes des réflexions que nous avons. Peut-être que... Merci. Donc, merci beaucoup pour la présentation vraiment très impressionnante et les magnifiques résultats. J'ai aussi une question sur l'utilisation des tombes, parce que tu nous as montré des fosses qui étaient utilisées pour plusieurs individus. Mais pour les tombes elles-mêmes, est-ce qu'elles étaient réutilisées? Est-ce que l'occupant suivant réinscrivait son nom sur la stèle, la retournait? Est-ce qu'on a des attestations de On a ce très peu type-là? d'attestations sur les stèles, en tout cas, on a très peu d'attestations de modifications. Il y en a quelques-unes qui peuvent être aussi des rajouts à la peinture, mais pas dans ce que nous avons fouillé. Ça pour l'instant, nous, on n'en a pas mis en évidence. Après, la difficulté, c'est que donc effectivement, c'est très dense en termes architectural. Jusqu'à présent, on a aussi beaucoup de difficultés à pouvoir démonter un certain nombre de structures pour pouvoir fouiller en dessous. Et en tout cas, pour les phases anciennes, pour l'instant, on n'a pas encore, je crois, à moins que cette année mais on n'a pas encore fouillé de sépultures associées aux premières phases des tombes. On a fouillé essentiellement les sépultures, pour l'instant, qui sont les plus tardives, qui sont celles qui remploient des espaces, mais toujours à un moment où la tombe ancienne, pour le coup, là, a perdu son sens premier. Pardon. C'était au niveau des fondations. Est-ce qu'il y a également des éléments qui ressortent par rapport à la taille de ces tombes ou le type de matériaux aussi? C'est fondé à peu près sur rien. C'est vraiment de la brique crue posée soit parfois sur des niveaux de sable blanc, soit le plus souvent sur le substrat qui est quand même très induré et qui correspond à des gros galets en fait des derniers passages du Nil au Pléistocène. Donc ce sont quand même des petits monuments et qui sont en brique crue et posés donc directement. Parfois, juste les bâtiments les plus gros sont consolidés avec de la brique cuite. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de fondation, c'est vraiment posé, et puis souvent après posé les unes sur les autres, sans vraiment de travail de fondation proprement parlé. Mais elles arrivent à se chevaucher aussi un petit peu Ah oui, elles arrivent vraiment à se chevaucher, parfois même à se recouvrir. Et pour tout dire, cette année, alors on ne va pas la voir là parce que c'est un peu loin, mais là-bas derrière, on avait une tombe de la troisième phase qui était vraiment en piteux état. On avait réussi à obtenir l'autorisation de la démonter, en espérant fouiller en dessous une autre tombe que l'on voyait bien plus bas dans une fosse de pillage qui datait de la première phase. Et en nettoyant la tombe de la troisième phase, on est tombé complètement masqué sur une tombe de la deuxième phase, avec encore la stèle funéraire en place. Et donc on n'a à nouveau pas pu travailler sur celle de la première phase, mais oui, ça se recouvre sans cesse, sans arrêt et dans tous les sens.
Merci. Moi, j'aurais deux questions. La première, est-ce qu'il y a d'autres sites en Égypte où on peut observer une telle continuité dans la nécropole, époque hellénistique et époque impériale, avec ce genre de monuments? Et deuxième question, comme il y a aussi les inscriptions sur les stèles funéraires, est-ce qu'on peut observer des groupements familiaux? Alors, pour la première question, oui, il y a d'autres nécropoles un peu du même type en Égypte. La première qui me vient à l'esprit, c'est celle de Hawara, dans le Fayoum. La vraie difficulté, c'est que l'essentiel de ces nécropoles ont été fouillés très anciennement et très peu ou pas publiés, et qu'aujourd'hui, il y a très peu de travaux qui sont menés dessus, alors qu'elles sont, pour beaucoup, au moins autant en danger que celles-ci. Donc malheureusement, on a peu de données comparatives issues d'autres nécropoles pour travailler et pour réfléchir. Il y en a, hein, mais la documentation en est généralement assez ancienne et donc assez limitée. Ensuite, sur les regroupements familiaux, non, on n'a pas de. Enfin, après, on a fouillé nous un espace quand même assez réduit. On n'a pas vraiment d'indication de ce type, puisque les liens de parenté sont assez peu mentionnés, ou alors on a juste un tel fils d'un tel, mais avec des noms qui sont quand même généralement assez courants. Néanmoins, sur un ensemble de stèles que l'on a trouvées cette année, Gilliane disait que bon, voilà, l'anthroponymie qui était portée dessus, en tout cas, était assez cohérente. Donc il y a peut-être quand même un certain nombre de choses qui pourront être observées, mais en fait, les épitaphes sont tellement peu développées qu'on a assez peu d'indications, malheureusement, pour réfléchir sur des regroupements familiaux. Merci pour ta présentation, Sylvain. Moi, j'avais une petite question sur les pratiques funéraires, et juste savoir s'il n'y avait aucune trace d'incinération sur la nécropole. Aucune. Ni dans les archives, ni dans ce que nous on a vu pour le moment. Après, en Égypte, les incinérations, elles sont bien connues à Alexandrie et autour d'Alexandrie, un peu moins ailleurs. Mais nous, on n'en a aucune trace, en tout cas. Moi, j'ai une question, Sylvain. C'était super de pouvoir voir en tout cas les dernières photos, enfin les photos des campagnes récentes notamment. Pour la question de la circulation et dans la nécropole, c'est vrai que ce serait intéressant d'arriver à voir les chemins empruntés par les visiteurs. Après, j'imagine qu'avec l'enchevêtrement des tombes, c'est pas forcément facile. Et est-ce que justement ces visiteurs de la nécropole auraient laissé des traces comme des graffitis, les stèles sont pas, il n'y a pas de vous ne pouvez pas savoir qui est-ce qui est venu, bon, sans doute les familles, hein, mais il n'y a pas de... Non, on n'a aucune trace de graffiti. Les seules traces que laissent les gens qui viennent sont les offrandes qu'ils laissent. Et là, pour le coup, on en a beaucoup. Après, sur les circulations, en réalité, pour le moment, on n'a pas encore terminé de faire le plan phasé. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas présenté un plan évolutif des différentes phases, tout simplement parce que pour l'instant... En particulier parce qu'on n'a pas pu toujours aller aussi loin qu'on voulait dans les fouilles, on n'a pas encore le phasage suffisamment précis pour pouvoir essayer de montrer une évolution architecturale et constructive de cet espace de nécropole qui, là, nous permettrait vraiment de commencer à réfléchir à l'évolution des circulations et aux espaces qui s'ouvrent et qui se ferment. Malgré tout, ce qu'a montré Paul Picavet, c'est que dans... la partie avant de la tombe 17, qui est donc celle qui fonctionne très longtemps, stratigraphiquement, il a quand même, lui, un certain nombre de phases de réaménagement qui montrent que les accès peuvent changer, être refaits, rénovés, etc. Donc on a vraiment des réflexions sur les circulations et sur le fait de pouvoir laisser accessible un certain nombre d'espaces. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt en termes de chronologie, nous, pour vraiment apporter une réflexion poussée sur ces questions. Tu as parlé de la série Kappa. Tu peux rappeler la date, si elle est connue? La date grecque est connue. Voilà, le 11 Attir. Ah oui, d'accord. C'est pas fixé de manière absolue. Il faut trouver le bon empereur, c'est ça? C'est ça.
Et c'est pour Ah, ça c'est que- juste le jour l'an 20, d'accord. Oui. c'est pour ça qu'on aimerait bien en trouver une en contexte. Ça exclut quelques noms d'emplois Oui, quand même il y déjà. a un mais- certain nombre de possibilités, en particulier dans le IIe siècle. Après, voilà, nous, on aimerait vraiment bien en trouver une en en contexte, place, ouais. à la fois pour ces questions de chronologie, mais aussi pour essayer de voir ce qui a pu arriver à tous ces défunts. Mhm. Et ça représente combien de stèles? Je sais À pas, peu une près. trentaine, non? Ah voilà, 42. Et 70 D'accord. personnes dont on a dit jusqu'à présent qu'il s'agissait presque exclusivement de femmes et d'enfants. Ce qui donc a amené un certain nombre de théories sur ce qui avait Oui, pu se sûrement. passer. Mais bon, voilà, les travaux de Gilliane montrent que ça se rééquilibre et qu'il y a autant d'hommes. Parce qu'on a imaginé un raid barbare pendant que les hommes étaient partis. On a imaginé une peste, mais bon, ça voudrait dire que tous les gens sont morts le même jour, ce qui est un peu curieux. Donc voilà, on n'a pas vraiment encore d'idée très précise de ce qui a pu mener au fait que tous ces gens meurent le même jour. Et c'est vrai que c'est un des rêves de pouvoir trouver une de ces sépultures pour pouvoir donner un peu plus d'informations sur ce point. Il n'y a pas d'autres nécropoles en Égypte où il y aurait La la même date? Non. Non. Bon. Non. Oui, Ah oui. c'est pas... Non. Oui. Ouais. Et là, pour le coup, comme à chaque fois, il y a plusieurs défunts par stèle, malgré tout, il y a quand même plusieurs défunts en même temps. Là, on pourrait peut-être avoir une réflexion aussi de type familial. Est-ce que vous avez une idée du job des gens qui étaient enterrés? Alors, Je ne parle pas pour les femmes et les enfants, mais au moins pour les hommes. on en a on en a quelques idées qui sont apportées par l'épigraphie. Malheureusement, c'est très rare, mais quelques personnes ont inscrit leur métier sur les stèles. Alors, on a un certain nombre de fonctionnaires. Il y a aussi un fabricant de clés, si je me souviens bien. Après, les premières analyses qui commencent à être faites aussi sur les défunts eux-mêmes par l'anthropologue vont nous permettre, alors pas forcément des métiers, mais au moins d'essayer de restituer les conditions de vie des gens. Et il y a notamment un certain nombre de maladies qu'elle commence à identifier, qui montreraient en particulier que ce sont des gens qui sont tout le temps à proximité du bétail, par exemple. Donc voilà, on va pouvoir affiner un certain nombre de choses sur les conditions de vie. Après, sur les métiers eux-mêmes, il faut que l'épigraphie nous l'indique, puisqu'à partir du squelette, il y a très peu de chances de pouvoir le déterminer. Je voulais juste revenir sur, parce qu'on est tous obsédés par les stèles, mais en fait, il y a aussi les lampes à huile. Est-ce qu'elles ont un décor particulier? Particulier, non. Elles ont un décor, l'essentiel du temps, mais qui peut être vraiment variable. On a toutes sortes, des gladiateurs, des conques, des aphrodites sortant de l'eau. Non, il y a pas Donc des choses très classiques. Oui, qui sont vraiment. Elles sont pas produites pour la nécropole de Komabouilou en particulier. Ce sont des types d'ailleurs qu'on trouve ailleurs, en Égypte et dans d'autres endroits. Oui, je voulais savoir, est-ce que tu imagines que tout cet espace, alors qu'il serait sur une longueur de 4 km, tu dis, est-ce qu'on peut imaginer un enclos autour de ces espaces funéraires ou est-ce qu'on peut avoir des modèles qui nous permettent de supposer la présence d'un enclos? J'en connais pas, surtout à cette aussi grande taille. Rien n'a été vu, en tout cas, qui pourrait aller dans ce sens. Et puis surtout, à l'époque, on est vraiment en bordure du désert. Donc on est dans un espace qui, après, mène pas à grand-chose. Donc je ne suis pas bien sûr qu'il puisse y avoir un enclos. Après, ce n'est pas totalement exclu, mais en revanche, on connaît dans l'épigraphie des préposés à l'enclos, mais qui doivent être des enclos de plus petite taille. Oui, c'est ça, pour des ensembles. Mais pas forcément pour l'ensemble de la nécropole. J'imagine aussi que comme elle est tellement grande, cette nécropole, qu'on se demande aussi si elle a servi uniquement pour le site de Térénoutis ou si elle n'a pas aussi servi pour des sites voisins. C'est ce qui est très probable d'ailleurs, que ce soit un peu l'endroit le plus propice à l'inhumation dans la région, pour des questions de distance de l'eau en particulier. Et
du coup, voilà, on imagine que ça peut être ce qui explique la taille de cette nécropole. Ah oui. Il peut y avoir des travaux à l'extérieur, par exemple de drainage, qui permettent d'isoler cet espace ou de le... A priori, il n'y en a pas besoin. A priori, il n'y en a pas besoin. En tout cas, pour ce qui est de la crue, elle ne va plus jusque-là, ça c'est absolument certain à l'époque. Après, en revanche, les cônes de déversement des wadis du désert, eux, par contre, peuvent apporter des pluies importantes et on en voit des traces encore dans la topographie du site actuel. Donc ça devait arriver. Mais je ne suis pas bien sûr qu'ils aient construit des éléments pour se prémunir de ces pluies, ça m'étonnerait. D'accord, merci. Cette fois, on a fait le tour des questions. Eh ben, merci beaucoup, Sylvain, pour cette conférence. Merci aussi à Sybille pour la présentation.